avant de parler de ton roman Ce qu'il faut de haine, je te propose que chaque fois, en fait, tu passes entre les gouttes, sans vilain jeu de mots avec la dernière fois, c'était très drôle. Je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et puis Ouais, vous, dans ok. le chat, vous pouvez évidemment jouer, vous pouvez mettre vos réponses. On ne les voit pas, enfin moi si, mais Jacques ne les voit pas. Donc voilà, faites-vous plaisir. Attention, ça va très vite, donc vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et oui, c'est comme ça, je suis vraiment, vraiment méchant. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Le Petit Prince, sans hésiter, c'est celui qui m'a toujours fait rêver depuis toujours. Ça fait deux fois toujours, donc c'est vraiment depuis toujours. C'est vraiment depuis toujours. Quelque chose, un ingrédient en particulier qui fait que c'est un livre exceptionnel à tes yeux? Le rêve. Le rêve, l'espoir, l'envolée, c'est vraiment ça. Tu pourrais écrire un jour une histoire plus dans le polar, thriller, roman noir et partir vers quelque chose comme ça? T'y as déjà pensé? T'as déjà eu envie? Non, je suis pas sûr. J'ai pensé à faire du jeunesse, ouais, donc ça serait certainement dans ce genre d'idée si je faisais du jeunesse. Eh Effectivement, ben on a hâte. j'ai une idée pour un scénar de jeunesse, mais jusqu'à présent, j'ai pas trouvé le temps. C'est un retraité, ça n'a jamais de temps en fait, faut le savoir, hein. Il y a encore moins de temps qu'avant. Et ça travaille dur, hein. Chaque année, un excellent livre, Ouais. ça met du temps à faire. Si tu étais un format, parmi tout ce qui existe, un grand format, un poche, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, soyons Un fous. poche, parce que comme ça, on peut le glisser dans n'importe quel sac, dans n'importe quelle poche, dans n'importe quelle voiture, dans n'importe quelle sacoche de moto. On peut être mis dans tous les états, déchiré, en recouvert de café, mais au moins le livre continue son chemin, vaille que vaille. Donc un poche. T'es dans l'équipe qui corne les pages, toi, ou pas? Pas du tout. Ah non, non, je suis très très respectueux de mes livres, mais ça m'est arrivé d'en emmener en moto, et puis, enfin d'en emporter en moto plutôt. Mhm. Et bah, il leur est arrivé ce qui arrive aux bouquins qui font de la moto, c'est-à-dire que bah, c'est comme nous, ils reviennent fatigués, pas repassés, et puis dans un état souvent pitoyable. Alors, je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi je suis quelqu'un de très visuel, et là je vois un livre en train de piloter la moto. Mais. Et c'est Alors, c'est vrai que dans les sacoches moto, bah, les affaires souffrent, hein. C'est vrai que nos un petit fringues, peu. bah, ça arrive, on peut pas dire qu'on arrive en propre, bien repassé. Enfin, souvent, quand on fait beaucoup de bornes sur plusieurs jours, le livre, bah, il morfle, hein, c'est obligé. Même si on le protège, il morfle. Il vit sa vie. Si tu étais une Il maison savait. d'édition, ou une caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu fais particulièrement attention dans ton parcours, si tu n'as pas envie d'en citer, tu as le droit, quelle maison d'édition serais-tu ou quelle caractéristique d'une maison d'édition serais-tu? Oh ben, là, franchement, au risque de me répéter, hein, mais Fleuve, c'est vraiment c'est la maison où je voulais habiter, quoi. Donc, c'est vrai que j'y suis arrivé pour mon 15e roman. J'ai eu un parcours assez chaotique avec enfin, une pseudo-éditrice, notamment, enfin, surtout une voleuse, hein, on peut le dire. Mhm. Et puis des éditeurs au départ qui prenaient peut-être pas forcément soin de leurs auteurs, comme les nouveaux auteurs, qui avaient pourtant des auteurs qui avaient un excellent potentiel, hein. Il y en a des kilos, hein, Claire Favant, Agnès Ledig, Valentin Musso, etc. Les nouveaux auteurs n'ont jamais suivi leurs auteurs après leur premier roman. Enfin, quand je dis suivi, c'est-à-dire accompagné véritablement. En revanche, ils nous ont permis d'exister au départ. Il faut reconnaître ça, en fait, aux nouveaux auteurs, c'est on est arrivé dans le monde de l'édition où on est absolument tous de nulle part, et ils nous ont permis d'exister et d'être bien distribués par Interforum. Donc ça, c'était quelque chose de très très bon. Maintenant, je regrette qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement, effectivement. Mais chez Fleuve, c'est complètement l'inverse. Donc là, je suis, voilà, c'est le bonheur, quoi. Tu regardes parfois dans le rétro, quand tu dis parcours chaotique, Ah, parfois ouais, tu on te poses et regarde tu te dis, ah là je suis bien. bah, déjà, je pense que quand on a passé la soixantaine, comme c'est mon cas depuis un moment, on regarde plus souvent dans le rétro que devant. Je pense qu'on finit par s'interroger sur la trajectoire qu'on a parcourue, celle qu'on va laisser, de comment on se souviendra de nous peut-être plus tard quand on sera ailleurs. Et c'est vrai qu'on regarde dans le rétro, mais moi j'aime bien regarder dans le rétro et puis regarder un peu aussi sur les côtés pour bien prendre mes trajectoires en moto. C'est Mm. important, mine de rien, de savoir ce qui arrive derrière et savoir ce qu'on a laissé derrière, c'est important aussi. Je pense que cette trajectoire d'édition a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc je suis prudent, mais ça n'a pas entamé ma fidélité en fait quand je tombe sur un éditeur comme celui où je suis aujourd'hui. Ça n'a pas entamé ma fidélité aux personnes qui me font confiance, et donc j'en suis heureux parce que ça aurait pu casser, quoi. Quand on passait par certains trucs, il y a des moments où j'étais à deux doigts de tout lâcher, hein. Franchement, c'était vraiment très décourageant, quoi. Et dans Et ces moments-là, faut pas lâcher.
faut pas lâcher. Voilà, l'écriture, en fait, c'est l'axe central. C'est ce qui nous permet de rester nous-mêmes. Et puis, on est venu à l'écriture pour l'écriture au départ. C'était pas spécialement pour être publié. On espère tous un jour être publié, mais c'était pas le but ultime au début. Au début, le plaisir, c'était d'écrire, tout simplement. Donc, Raconter des histoires. finalement, il est resté ça au centre. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à rester moi-même. Si tu étais un rayon dans une librairie, puisque tu aimes raconter des histoires, mais quel rayon de librairie serais-tu? Si j'étais un rayon, j'aimerais bien être un rayon de soleil. Ok, je prends. Ouais. Mais mais... Alors attends, je crois 3, 4. On en a quelques-uns, des rayons de soleil, mais moi j'aime bien. Ça me plaît toujours autant. Parce qu'il y a un côté poétique là-dedans que j'aime beaucoup. Un rayon Petit Prince, quoi. Voilà, c'est l'idée. Un rayon Petit Prince. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Avec une plume. J'ai toujours été amoureux des plumes. J'en ai toujours ramassé toute ma vie. Déjà pour mes flèches. Je fais beaucoup de flèches avec des plumes que j'ai ramassées. Et puis, il y a quelque chose d'esthétique, de très aérien et en même temps de très solide. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, une plume. Si tu étais un personnage, ça peut être d'un livre, d'un film, d'une série, de tout ce que tu veux. Carte blanche. Personnage, Greystock. Raison Côté particulière. sauvage. La rencontre en fait entre le sauvage et la civilisation, cette fracture en fait qu'il y a dans l'humain, justement sur ces deux thèmes-là, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné quand j'étais, de plus ancien que j'ai pu lire des livres d'Edgar Rice Burroughs, je les ai relus et eux, pareil, c'est comme les poches, ils sont dans un état épouvantable, mais je crois que j'ai jamais autant lu de livres que toute cette série-là quand j'étais enfant. Si tu étais un temps de conjugaison. Le passé simple. Je pense que c'est celui qui permet le plus de recul par rapport à l'écriture. J'ai essayé le présent, mais le passé simple, c'est quand même le temps qui me plaît le plus. Si tu étais la bande-son de ce livre, Ce qu'il faut de haine, qu'on voit juste à côté de nous, là, cette belle couverture, qu'est-ce que tu mettrais comme bande-son? Ça peut être un morceau, un groupe, un genre musical, parce que je suis cool, un instrument même si tu veux. Par exemple, le triangle. Je ne pense pas que ce sera le triangle. Un instrument, je sais pas. Si la harpe, peut-être pour imiter le bruit de l'eau de la cure. On va y aller dans Lyon. dans pas longtemps. Si tu étais un signe de ponctuation. Le point de suspension, parce que il y a une période, je l'utilisais beaucoup trop. Et en fait, c'est ce qui m'a permis après de retravailler un certain nombre de phrases aussi pour mettre dans les mots les points de suspension que je voulais mettre à la fin des phrases. Donc, je veille toujours à ne pas laisser trop de points de suspension et c'était un écueil pendant un long moment, donc je fais attention à ça. Il en reste bien souvent dans mes textes, mais j'évite qu'il y en ait trop. Donc, on apprend toujours quand on écrit. On apprend toujours à chaque livre, tu es toujours en train de progresser, de vouloir faire mieux. On apprend toujours parce que on commet toujours des erreurs, même c'est bizarre, mais de nouvelles erreurs. En fait, je pense que c'est des erreurs qu'on faisait aussi avant, mais qu'on voyait pas. Et parfois, le fait que quelqu'un comme ça nous pose le doigt dessus, ça nous permet de nous éveiller à quelque chose. C'est ce qui s'est passé moi pour l'Aigle Noir. J'ai un copain qui a lu mon livre et qui m'a montré un point sur lequel je n'avais jamais vraiment percuté, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce truc-là, c'est dans tous mes romans précédents. Et donc, depuis lors, je veille à ce que ça ne transparaisse plus dans les romans d'aujourd'hui. Et là, je reprends notamment un ancien bouquin que j'ai écrit il y a pas mal d'années, de Sinistre Mémoire, et j'ai modifié le texte de cette façon-là. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse différence. Mais on apprend tout le temps. Ouais. Et c'est bien, heureusement. Et heureusement, Stéphane Chamac demande, en parlant des petites choses qu'on veut corriger, est-ce qu'il y a des choses dont tu es conscient mais t'as pas envie de les corriger parce que ça fait partie il y a une patte aussi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où on peut se faire plaisir aussi quand on écrit des livres? Oui, il y a des choses en fait sur lesquelles je suis assez réticent à modifier. Alors en général, tout ce qui est proposé comme correction par mon éditrice, c'est vraiment quelque chose, je suis à 200% d'accord. Bien souvent, elle voit des choses que moi j'ai pas vues. Et c'est vraiment un travail en commun qui est très précieux. Et il y a un point pourtant sur lequel bien souvent je reviens sur ce que j'avais positionné avant, c'est sur les fins de chapitre. Sur les dernières phrases des fins de chapitre, j'ai tendance à finir en général sur une phrase seule qui va clôturer un chapitre, histoire de mettre
un espèce de petit cliffhanger, en fait, ou quelque chose qui s'y apparente. Et dans la correction, on a tendance à me supprimer ce saut de ligne. Et je trouve que ça donne plus le même sens au paragraphe, en fait. Et là, j'ai tendance à revenir sur ce que moi j'avais prévu, parce que je trouve que ça donne pas la même... Il n'y a pas le même courant d'air, en fait, dans l'écriture. Alors, c'est juste un petit point de rien du tout, hein, mais j'ai remarqué que bien souvent, je reviens à ma propre version là-dessus. Hein. C'est toujours amusant de pouvoir discuter de tout ça. Un petit dernier pour la route dans ce questionnaire que le monde entier nous envie vraiment. Si tu étais un verbe dans ce beau Becherel. Si j'étais un verbe, conjuguer. Conjuguer, parce qu'il y a plein de choses à conjuguer. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a le sauvage et l'humain, il y a l'espoir, la mélancolie, il y a le passé, le présent, l'avenir. Conjuguer, je pense que c'est ce qui permet d'abattre des tas d'obstacles. On en voit beaucoup aujourd'hui, hein, des obstacles un peu partout dans la vie de tous les jours. Et le fait de conjuguer, ça permet d'aplanir et puis de prendre en compte ce qui est autour de nous. Les compromis, en sachant ce qu'on veut, qui on est, c'est plutôt pas mal. Stéphane avait encore une question avec ton expérience, avec les livres qui s'accumulent, hein, mine de rien. Tu as une jolie bibliothèque avec tes bouquins. Est-ce que tu vois aussi tout ça comme un héritage que tu veux laisser ? Tu disais, voilà, je me demande ce qui va rester, je regarde un peu à côté, je regarde un peu dans le rétro. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose, un espèce d'héritage que tu laisses à tes proches ou à tout le monde ? Moi, oui, je pense que je vois ça comme ça, oui, parce que je pense que tous les auteurs qu'on aime, moi j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, hein. Il y a des auteurs qui ont cessé d'écrire depuis longtemps, il y en a qui sont morts, donc forcément ils n'écrivent plus beaucoup. Et ce qui reste d'eux, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est cette trajectoire qu'ils ont laissé, cette trace, ces sentiments, c'est ce qu'ils ont provoqué au niveau de la lecture. Et tout ça, c'est ce qui fait l'héritage qu'ils laisseront. Il ne reste plus que ça finalement, à part les gens qui les connaissaient de près, qui les aimaient dans leur famille, mais pour nous autres qui ne les connaissons pas personnellement, c'est ce qui reste d'eux. Et oui, donc c'est vrai que je commence à regarder, maintenant j'en suis au 17e roman, donc voilà, je me dis, je ne sais pas combien il m'en reste à écrire, mais bon, j'espère encore un paquet. Encore un paquet. Parce que il faut que tu viennes chaque année dans la boîte, donc il y en a encore au moins. Je te propose qu'on parle de ce livre, Ce qu'il faut de haine, l'incontournable du polar français. Ça claque, hein, quand même, un bandeau comme ça sur un livre. Ça fait plaisir, j'imagine. Ça fait plaisir. Quand j'ai vu que Fleuve avait mis ce bandeau-là, quand j'ai mis la couverture du livre sur Facebook, j'ai pas mis le bandeau, en fait, parce que ça fait plaisir, hein, qu'on pense de moi quelque chose comme ça, mais je me sentais pas de lancer la promo moi-même, voilà. Si je peux aider, écoute. Ça fait super plaisir, donc j'ai dit à Fleuve, si vous me voyez comme ça, c'est super, quoi. Pour moi, je viens de très très loin, donc j'ai grimpé les marches et je continue à grimper les marches une par une, donc voilà, que mon propre éditeur ressente ça et qu'il ait envie de le faire partager à un certain nombre de lecteurs, je trouve ça super, quoi. Ça fait plaisir, c'est évident. Alors, je vais évidemment commencer cette petite interview tout à fait sympathique sur ce livre, mais par remercier Oli Boîte qui m'a aidé à préparer les questions. Attends-toi au pire, on s'y est mis à deux. Et toutes les personnes qui nous écoutent, là on est beaucoup. Donc, on est potentiellement beaucoup à poser des questions, mais c'est la preuve que ce que tu écris intéresse, interpelle. C'est la preuve que ton émission marche, en tout cas. En plus, oui, c'est chouette aussi, hein, maintenant que t'en parles. Oui. La première, par contre, elle est de moi, elle va te renverser par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman, Ce qu'il faut de haine ? Non. Tu peux dire non, t'as le droit. Mais quel en serait le pitch ? Made in Jackson. Quel en serait le pitch ? Le pitch, c'est... donc j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, donc j'ai peur de me répéter pour ceux qui sont venus à une table ronde ou qui ont déjà vécu une entrevue comme ça en live, mais le pitch, c'est d'amener... en fait, il y a un crime qui est commis dans un endroit complètement isolé dans le Morvan. On retrouve le corps d'une femme dans un état absolument effroyable. Et le lecteur va immédiatement entrer, bien évidemment, en empathie avec cette victime, puisqu'on imagine les moments par lesquels elle est passée, tout ce qu'elle a dû traverser, toute cette violence qui s'est abattue sur elle. Forcément, le sentiment immédiat, c'est l'empathie, c'est le dégoût, c'est la colère. Et puis, les flics et les gendarmes qui enquêtent de concert, donc d'un côté dans Lyon pour les gendarmes, de l'autre côté à Paris pour les flics, mettent au jour la personnalité de cette femme. Et là, le lecteur commence à prendre du recul en se disant « T'es quand même une drôle de saloperie, celle-là, quoi. »
elle a dû provoquer quand même quelque chose qui a vraiment mis quelqu'un vraiment en rogne, quoi. Et au fur et à mesure, on entre dans la tête de ce criminel, au fur et à mesure d'un certain rythme de chapitre, en fait, et on comprend, enfin on comprend pas puisqu'on sait pas pourquoi au départ, mais on suit le cheminement de cet assassin, de la façon dont il a préparé son piège, dont il l'a mis en place, il a capturé cette femme, et il lui a fait subir les pires abominations. Petit à petit, en fait, ce que je voulais, c'était que le lecteur change d'avis. C'est-à-dire et que ça le mette mal à l'aise, parce qu'on ne pardonne jamais un crime comme ça, on l'excuse jamais, mais on finit par comprendre, en fait. Et l'idée, c'était que chaque lecteur puisse se dire, mais voilà, si j'avais été à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais commis le même genre de truc, ou est-ce que je serais allé voir la police, ou qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc, je voulais changer le regard du lecteur, du criminel à la victime. Je voulais inverser les polarités, en fait, en fin de bouquin. Voilà. Mission C'était le but. accomplie. Et tant qu'à faire, autant mettre ma région à l'honneur, si j'ose dire, cette histoire. Et je voulais une personne très parisienne, en fait, avec un environnement professionnel que je situais dans le monde du luxe, que je connais relativement bien, quand même, pour y avoir travaillé ma vie, et dans Lyon où j'habite, qui est dans un endroit quand même très très isolé, surtout ce côté de Lyon, dans la Cure, le nord du Morvan. Et donc c'était la dichotomie entre cette personne très, très urbaine, très, très investie dans le pouvoir, et cet endroit au milieu de nulle part où on la retrouve dans les bois, quoi. Alors il y a toujours la nature, hein, que ce soit oui. sur l'Aigle Noir avec la Réunion, ici on est dans le Morvan, tu disais. C'est parce que c'est plus facile d'aller en repérage que tu t'es dit, tiens, là j'aime bien, c'est un très beau décor de thriller. On t'imagine sur les petites routes, tu vois, sinueuses, avec ta moto, et il y a la cure aussi. On t'imagine aller en repérage. C'est simple, en fait. Il y a une raison très simple, c'est que la ville, en général, m'emmerde depuis toujours. C'est quelque chose qui me pollue la tête. J'ai été obligé d'y travailler toute ma vie, et le moindre prétexte pour en sortir est bon. Et donc, dans mes romans, il y a toujours beaucoup de parties en extérieur, parce que déjà, je trouve ça plus varié, je trouve ça plus intéressant. Moi, en tout cas, à mettre en scène. On peut jouer avec le climat, on joue avec la forêt, avec les champs, avec les rivières, avec les montagnes. Enfin, il y a tellement de trucs que j'ai même pas encore utilisés. Il y a l'océan aussi que j'ai utilisé dans 2 ou 3 livres. Il y a vraiment plein de trucs. Les animaux, enfin, il y a de quoi faire. Et en ville, j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Et c'est pour ça que je situe vraiment énormément de scènes en extérieur. Donc ça continuera de toute manière, ça c'est sûr. Et tu parles de tourner en rond et de la ville. Alors c'est le tout début, je pense que c'est le chapitre 2. Tu t'es fait plaisir avec un des premiers chapitres en moto. On a compris que t'aimais beaucoup la moto. Tu t'es fait plaisir là dans les rues. C'était une petite friandise d'auteur. Alors c'est une petite friandise d'auteur, d'autant plus que moi je roule jamais comme ça. En fait, je suis quelqu'un de très prudent. J'ai jamais aimé rouler en sportive non plus. La vitesse, j'aime pas ça. Moi j'aime la route. J'aime le fait de tracer avec une moto sur une longue distance. J'aime prendre des virages, prendre mes trajectoires. Comme je parlais de trajectoire tout à l'heure, c'est vraiment une idée de motard aussi, c'est qu'on ne roule pas seulement pour faire des kilomètres, mais on s'imprègne de ces allées et venues dans les virages, de ces courbes, on profite de la route beaucoup plus qu'en voiture, en fait, en moto. Moi, ça fait 45 ans que je roule en moto. J'ai dû faire au moins 2 ou 3 fois plus de kilomètres en moto dans ma vie qu'en voiture, quoi, c'est sûr. Et c'est pareil devant une page blanche ou tu parles des trajectoires? Ouais, on peut faire un parallèle comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est la liberté aussi? C'est la liberté, complètement, ouais. T'es parfois bloqué devant une page? Ou tu te dis toujours, je sais où je vais? Je connais pas. Je connais pas la page blanche, j'ai jamais connu. Je pense que je suis heureux comme ça. Je pense qu'on a suffisamment d'idées au cours de l'année pour pas être en panne. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Alors, comme je travaille sur un roman à la fois, et quand il est fini, j'attaque le suivant. Et t'attaques le suivant. Voilà, il y a des données qui sont arrivées entre-temps et qui sont cumulées un petit peu dans un petit barrage, là, dans une boîte. Et je démarre le suivant. D'ailleurs, le 17e est chez Fleuve, donc on va commencer à travailler dessus là très bientôt. Il est écrit, moi je l'ai fini en août-septembre. Fleuve l'a lu là pendant le mois d'octobre.
Donc on en a discuté, c'est pas vieux, c'est il y a 3 jours à Paris. Et donc il sortira normalement en octobre 2024. Et donc il y a un certain nombre de choses à retravailler, comme à chaque fois, hein, ça c'est normal. Mais en même temps, je voudrais attaquer le suivant, qui commence à pousser un petit peu. Donc lui, j'ai prévu de l'attaquer en janvier. Et puis, normalement, au cours du printemps, De Sinistres Mémoires va être de nouveau disponible chez un nouvel éditeur. Donc je reviendrai un peu plus tard dessus. Mais pour ceux qui cherchent ce roman depuis longtemps, on m'a dit que certaines personnes l'avaient trouvé sur Internet à des prix défiant toute concurrence, dans les 80 ou 90 euros. Surtout, achetez pas ça. Hein. Achetez pas ça, c'est vraiment, en plus, la première version, il y a plein de coquilles dedans, il y a plein de trucs. Ne lisez pas, vous l'avez, brûlez-le. Hein. Franchement, ne le gardez pas, ou vous le gardez dans un coin, mais vous l'ouvrez plus, quoi. Il y aura bientôt une nouvelle version qui sera beaucoup plus adaptée à mon écriture d'aujourd'hui, beaucoup plus proche, en fait, de ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, non, achetez surtout pas ça. Hein. Franchement, 80 euros ce bouquin, c'est vraiment du vol. Et donc, un livre d'avance, plus ou moins. Tu as chaque fois 1 an pour travailler, la promo, l'écriture. C'est facile de combiner tout ça. Disons que ça a l'air tranquille quand on en parle et quand on te voit. Ça a l'air bien, tout a l'air bien réglé. Oui, tout est bien réglé, mais en fait, c'est un peu le hasard. C'est qu'au début, en 2010, quand j'ai été publié pour la première fois, en fait, en 2008, j'ai écrit Colère Noire. En 2009, j'ai écrit De Sinistres Mémoires. Et De Sinistres Mémoires, le deuxième, est donc sorti en premier en 2010. Mais j'avais déjà un autre roman qui était prêt, donc Colère Noire. Et en 2010, j'en ai écrit 2, 4 Racines Blanches et Principe Mortel, ce qui fait que, au fur et à mesure, je finissais un bouquin et j'en avais toujours un sous la main, quoi. Et c'est resté comme ça depuis le début, tout simplement. Donc j'ai pas couru, j'ai pas cavalé pour avoir un roman d'avance. Non, c'est juste que ça s'est présenté comme ça au début. Et le rythme me convient. J'ai toujours écrit un livre par an en travaillant. Donc maintenant que je suis en retraite, c'est d'autant plus facile, en fait, d'avoir du temps, quoi. Et pendant ce temps-là, ça me charrie dans le chat. Ça laisse rêveur, hein, Fred. Mais oui. Moi, je cours après les chapitres, mais c'est pas grave. Et ce qu'on retient aussi, c'est t'es un gros travailleur, très très gros travailleur. Ouais. T'as des carnets comme ça avec les futures histoires, quoi. Et Stéphane demandait, est-ce que tu as des points de repère pour pas te répéter? Est-ce que parfois les livres se piétinent un peu, t'as hâte d'aller au suivant alors que tu dois finir peut-être celui que t'es en train de faire? Comment ça s'organise sur la vision un peu transversale de tout ça? Tu t'organises comment? Déjà, pour écrire, moi, je me réserve la matinée, maintenant. C'est-à-dire que je me lève parfois très très tôt, parfois un peu moins tôt. J'ai plus de réveil maintenant, je m'en fous. C'est surtout les animaux, en fait, qui me réveillent. Hein. La chienne, elle veut sortir, elle sort. Parfois, je me recouche, parfois non. Donc, parfois, je vais attaquer à 5h30 ou 6h. D'autres fois, je vais attaquer à 7h, donc assez tard. Mais je consacre toute la matinée à ça en général et j'arrête à midi tous les jours. Je ne vais pas plus loin que midi parce que sinon je me laisse attraper par le truc et je vais bosser toute la journée et je fais rien d'autre. Donc comme j'ai plein d'autres trucs à faire, il faut que je me garde du temps dans la journée pour pouvoir faire mes autres, soit déjà faire la sieste avec mon chien, mes chats, soit aller me balader emmener la chienne dans les bois. Ça je le fais très souvent, ce qui me permet de me ressourcer un petit peu et puis de réfléchir à mes histoires. Et puis j'ai plein de trucs à faire, donc se donner une limite comme ça permet de cadrer le travail. Au moins, je sais que j'ai toute la matinée que je consacre uniquement à ça. Et c'est vachement sécurisant, en fait. Parce que là, je sais que avant, j'arrivais à écrire un livre par an avec 1 heure le matin d'écriture. Là, j'en ai 6. Donc, voilà, j'ai aucun stress. Alors, j'ai toujours un seul par an. Question de Lioli Boîte. La grande majorité dans les polars, on oppose flics et gendarmes. De ton côté, ils travaillent naturellement ensemble. Est-ce que c'est une volonté de te démarquer, de changer un peu les choses? C'est vrai que c'est pas à tous les coins de rue qu'on voit ça dans les livres. Oui, mais en fait, d'après ce que j'en ai compris, c'est juste un reflet de la réalité, c'est-à-dire que les flics et les gendarmes ne s'opposent plus du tout comme dans le temps. Avant, c'était vraiment 2 entités complètement séparées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les flics et les gendarmes collaborent, et donc ce qui permet de résoudre des affaires qui autrefois étaient vouées à l'échec, puisqu'il y en avait certains qui avaient des données d'un côté, les autres de l'autre, ils ne partageaient pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et donc j'ai voulu, déjà dans Colère Noire, il y avait aussi dans le tout premier, hein, quand je l'ai écrit en 2008, j'avais une interaction entre flics et gendarmes qui se passait bien.
Je trouvais ça déjà un peu trop manichéen, aussi de les faire s'opposer systématiquement. Et là, c'était bien d'avoir un fil en fait qui les relie. Et on sent aussi Et ça, là, hein, tu chez vas toi, continuer. le côté manichéen, t'aimes pas trop. On l'entendait dans le pitch, hein, on croit que les victimes, ce sont des anges, et finalement, peut-être qu'il y a plus de nuances que ça dans, dans la réalité, dans les livres. Je vous invite à découvrir Ouais, comment et pourquoi. Comme l'évoque le titre, la haine, c'est un sentiment puissant, et tu l'utilises évidemment comme ressort dans ce livre. Mais quand on pense à la haine, moi quand j'ai vu le titre, quand je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans, je sais pas pourquoi instinctivement on imagine une perte de contrôle, on imagine la rage, un truc qui dévaste tout, et pourtant il fait très calme sur la couverture. C'est le premier ouais, truc que je me suis dit. Ça ouais, c'est ça. représente quoi la haine pour toi? Est-ce qu'il y en a de toutes sortes? C'est quoi la haine pour toi? C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver le titre de ce bouquin, et j'ai de plus en plus de mal d'ailleurs à trouver les titres parce que je veux que ça colle le plus possible à l'histoire, et là j'avais vraiment beaucoup de mal. Il n'y avait rien à faire, on trouvait pas ce qu'il fallait. Et en fait, cette haine, cette colère, cette rage, c'était vraiment au cœur de l'histoire, mais j'avais déjà un bouquin qui s'appelait Colère Noire, donc on pouvait pas remettre de la colère à toutes les sauces, hein. Et on a cherché, 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 et à un moment, j'ai tilté là-dessus. J'ai un personnage, en fait, dans le bouquin qui dit ce qu'il faut de haine, quand même, pour faire subir ça à un être humain. Et là, je me suis dit, bah voilà, il est là, le titre, il est là. Et je le cherchais, mais je l'avais devant le nez. Et voilà, il est tombé tout seul, et du coup, Fleuve a tout de suite adhéré. Donc, Et c'est quoi la la haine, haine pour toi? la haine pour moi, bah, justement, tu parlais de quelqu'un qui pète les plombs, qui perd ses repères, mais en fait, cette rage, cette colère, elle remonte tellement dans le temps que la personne euh, qui pensait savoir quelque chose, enfin, c'est dur d'en parler sans dévoiler le Oui, truc, mais qui pensait savoir quelque chose, s'aperçoit que elle avait, enfin, sa certitude était posée sur des bases qui n'étaient pas fondées, qui étaient sur du sable mouvant, en fait, et tout s'écroule. Et à ce moment-là, la confiance qu'elle avait, comment dire, la personnalité qu'elle était devenue, tout part en vrille. Et là, la colère devient absolument implacable. Et avec le recul des années, elle met en place cette personne quelque chose qui va être complètement un raz-de-marée, en fait, qui va la submerger déjà elle-même, cette personnalité, et puis sa victime. alors Didine qui nous dit je ne connaissais pas, mais j'avoue que cette vision plus nuancée, ça me donne envie d'aller lire. Bah oui, c'est vrai que ça se retrouve très très fort dans tes livres, Ajaxa. Et au passage, bonsoir, Christophe Tabar, félicitations, monsieur, pour votre prix, ça me fait plaisir. En fait, j'ai dit qu'un jour j'allais lister tous les gens qui étaient passés dans la boîte et qui avaient des prix derrière, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est un hasard hein, en vrai, mais ça me fait plaisir quand même. Mais bienvenue et félicitations à toi du fond du cœur. Dans la boîte à outils de l'écrivain, toi tu pioches un truc que j'aime bien, c'est les chapitres courts. Ça donne évidemment un sacré rythme à ce livre qui est pas une brique comme du Stephen King dont on parlait tantôt, mais c'est un bon petit pavé quand même, mais ça se lit très très vite, il y a beaucoup de rythme, des chapitres courts. Comment ça se construit un roman comme ça? Est-ce que par exemple tu parlais de tes sessions d'écriture du matin, est-ce que c'est un chapitre égale une session, une journée de travail, ou pas spécialement? Non, non, pas spécialement. C'est parce que parfois 6 heures d'écriture, ça peut être aussi 6 heures de recherche, hein. Ça peut être, je peux passer beaucoup de temps aller sur Google Maps, par exemple, pour voir une région où j'ai jamais mis les pieds, comme la Réunion, par exemple, ou ça peut être pour faire des recherches. Alors moi, je suis pas du tout un scientifique, hein, mais ça peut être pour faire des recherches dans un cadre bien précis dans lequel j'ai pas de compétences. Donc il faut que je m'entoure quand même d'un certain nombre d'un cadre en fait dans lequel travailler. Ça peut être aussi au téléphone avec mon amie Christine qui veille à tout ce qui est judiciaire. Donc à chaque fois, elle est morte de rire parce que je fais des tas d'erreurs là-dessus. Donc ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup de temps de travail et c'est pas forcément de l'écriture pure. Mais Et les portes s'ouvrent facilement quand tu as besoin de faire appel à des experts, de rechercher des choses dans un domaine ou un autre. oui, Ça s'ouvre bah oui, facilement ou il faut ouais, quand ouais. même un peu de temps pour trouver les bonnes personnes, les Non, bons plus on avance, interlocuteurs? non, plus on avance, plus on sait comment gérer le truc. Par exemple, j'ai eu besoin d'un avis sur le droit côté impôt, en fait, et j'avais contacté un avocat justement qui était spécialiste du truc, il m'a répondu tout de suite. Si j'ai besoin, bah, pour le judiciaire, donc il y a mon amie Christine.
Pour le policier, pour le gendarme, il y a d'autres personnes. Il y a notamment des policiers à Auxerre qui sont super sympas, qui m'ont beaucoup aidé, dont un qui a servi de modèle à Gontran de Montboissier dans cette histoire. Donc, dans l'histoire, c'est un gendarme, mais à l'origine, le vrai personnage, c'est un flic. Il y a dans Ce qu'il faut de haine le premier adjoint qui est une véritable personne aussi. Donc là, c'est pas son vrai nom, mais en plus, je l'ai vu au téléphone cette semaine, il était ravi, ça lui a beaucoup plu d'être aussi un petit peu maquillé comme ça, et puis de faire bifurquer son personnage sur quelque chose d'un petit peu un peu tordu, un peu. On le suspecte beaucoup dans cette histoire. Alors je dirais pas la fin, on sait pas ce qui arrive vraiment, mais c'est pas un personnage limpide. Alors que la personne, elle, est limpide. La personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un d'adorable, qui est un passionné, comme je le dis d'ailleurs, je me suis servi de ça pour faire son personnage, un passionné de bois précieux, qui travaille pour les musées, qui répare des objets d'art. Enfin, c'est quelqu'un de très, très riche en connaissances, et je m'en suis servi pour alimenter ce personnage. Donc on trouve en fait du matériau partout, et puis et je pense que c'est pas très, 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 très difficile de trouver des spécialistes. Je pense qu'au niveau scientifique, c'est là où j'aurais peut-être le plus de problèmes, parce que je m'aventure relativement peu dans ces sujets-là, parce que c'est pas mon domaine. Mais ça peut arriver dans certains trucs, ouais, ça arrivera peut-être à l'avenir aussi. Mais en général, les gens vous répondent assez facilement. Il faut oser, c'est le principe. Oui, c'est ça. Tu l'évoquais aussi dans le pitch, dans certains chapitres, on est avec le méchant ou la méchante. Je vous dis pas, vous avez qu'à vous débrouiller avec ça. C'est facile d'incarner tous ces personnages et de voguer entre les gentils, les méchants, les gens qui sont pas aussi manichéens que ça, d'incarner et de passer en empathie avec parfois la voix du... Je sais pas si c'est facile, mais c'est fascinant en tout cas. C'est un numéro d'équilibriste, de passer de l'un à l'autre, de ressentir des sentiments de personnes différentes à chaque fois, avec la virulence, donc notamment dans ce livre-là, la violence de ce qui peut les imprégner, de ce qui peut leur occasionner cette explosion du cerveau mis dans certaines situations. Alors d'autres qui vont essayer de raisonner, qui vont essayer d'aller comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on saute de l'un à l'autre, on saute plus comme ça, il faut se remettre dedans à chaque fois. Il y a des techniques pour ça. Tu fais quoi pour te dire je dois incarner un tel, alors je fais, ou juste tu t'assieds et ça vient tout seul? Je le massacre, je le mets au bord d'une rivière, et puis je vois comment ça... Non, mais sans rigoler, on peut se mettre dans la tête des gens relativement facilement quand même, en imaginant ce que nous on ressentirait si l'autre personne avait fait ça, par exemple, avait commis ce genre de truc. Moi, je pense que il y a une grosse colère qui arriverait aussi, et on peut comprendre comment ces choses-là se déroulent. Après, il faut imaginer ce qui n'est plus nous, et c'est là où ça devient délicat, mais c'est gérable, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans tous les bouquins. Là, j'en suis à 17 romans, c'est vrai que ça fait énormément de personnages différents. Alors, il y en a certains qui sont nettement plus creusés que les autres, c'est évident, sinon on s'en sortirait pas. Mais il faut que les personnages principaux, en tout cas, et les principaux secondaires soient vraiment bien distincts les uns des autres. Il faut qu'ils soient crédibles, il faut qu'il y ait de la chair humaine. Pour ça, il faut qu'ils aient un passé, il faut qu'il y ait des trucs qui les fassent réagir, et pas les autres. Et c'est une construction qui prend du temps, mais qui n'est pas impossible à faire, quoi. Moi, je fais des fiches personnages assez complètes. Maintenant, je ne le faisais pas au début, mais maintenant je le fais. Ce qui me permet de me référer de temps en temps à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils ne sont pas. Alors tu glisses aussi, c'est ce qu'on fait souvent dans les livres, là, ici par exemple, des petits propos critiques sur, par exemple, la classe politique, mais c'est hyper court, mais voilà, un petit taquet de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu penses que les romans servent aussi à ça? Est-ce que d'une manière générale, un auteur doit s'exprimer sur ses sentiments, ses opinions, ou à l'inverse, être le plus neutre possible et pas trop aller sur ce terrain-là? Non, moi je pense qu'un auteur doit être le plus neutre possible. Je suis totalement opposé aux prises d'opinion qui ne font que remuer les braises et déclencher des incendies. En revanche, les personnages, eux, ils peuvent avoir des opinions. Et il y en a un, celui qui pourrait connaître les miennes en lisant les opinions de mes personnages. En général, elles s'affrontent, elles sont bien souvent opposés, et notamment sur le racisme dans l'Aigle Noir. Il y a des phrases, on comprend bien que là, c'est moi qui les prononce dans la bouche des personnages, mais ça reste les personnages qui discutent. Là, tu dois pas penser aux Américains et aux Russes qui se reniflent derrière. C'est Alice qui réfléchit. C'est pas moi, c'est Alice qui réfléchit. Et je me garde bien de tout commentaire politique ou religieux, encore moins maintenant, puisque c'est tellement
c'est mettre de l'huile sur un brasier, là, c'est carrément autre chose. Si j'ai des personnages qui parlent de religion ou de politique, ce sont les personnages qui parlent et leurs opinions leur appartiennent. Alors, on Moi, un parle... romancier écrit des romans, après sinon on est essayiste, on est politologue, voilà, on argumente dans les émissions politiques, mais moi c'est pas mon rôle. Au moment de la sortie de Ce qu'il faut de N, dont on parle maintenant, il y a aussi l'Aigle Noir, qui a pris son envol en poche. Et quel parcours, mes amis, pour ce livre, qui compte déjà 3 prix, si je compte bien. Alors, Ouais. je les ai notés, parce que sinon je peux pas retenir tout, vous savez, j'ai des longues journées. Prix des Mines Noires 2023, prix des Pages Noires 2023, Grand Prix des littératures policières de Libourne 2023. J'ai une question un peu con, mais elle me fait rire. Tu chantes la vie, tu dis merci à la vie, tu n'es qu'amour. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu cette histoire incroyable pendant que je vous mets la couve, tant qu'à faire. Qu'en pensez-vous? Ouais. Quand le premier est arrivé, Les Mines Noires, en février, là, c'est la première fois que je recevais un prix en live, en fait, puisque j'en avais déjà eu auparavant pour des livres, mais c'était des prix qui étaient remis à distance, le prix des petits mots des libraires, ou des prix comme ça que j'avais pas reçu le jour même, en fait. Mais là, Les Mines Noires, ça a été vraiment la grosse surprise, et puis le gros coup de bonheur. De remis des mains de Charlène, donc c'était super. Ensuite, il y a eu donc les Cépages Noirs en avril, ça c'était fabuleux aussi, et c'était pareil en live, remis par Cédric Cyr, un gros bonheur. Et la troisième fois, donc c'était à Libourne. Là, bon, je sortais d'un petit problème de santé léger, quoi, et donc ça m'a remis du baume au cœur, et ça a vraiment fait du bien. Donc oui, 3 prix, c'est super, quoi. Ça fait vraiment, ça montre que le livre a touché les gens, et voilà, c'est que du bonheur, vraiment. Pour les gens qui ne savent pas, tu peux nous dire de quoi parle le livre, L'Aigle Noir, puisqu'on voit la couve et qu'on en parle. Autant en profiter, j'ai envie de te dire. Autant ça parle profiter, de quoi, ouais. L'Aigle Noir? Donc, L'Aigle Noir, moi, c'était mon premier roman chez Fleuve. Et pour mon arrivée chez eux, ils m'ont demandé si je pouvais présenter un nouveau personnage. Donc, je sortais de ma série de 8 bouquins avec Daniel et Lisa, depuis Colère Noire jusqu'à Du poison dans la tête. Et donc, ils m'ont demandé d'arriver avec quelque chose de neuf. Et donc, j'ai mis un moment à trouver ce personnage, Paul Kessler, qui est pas si loin de Daniel Mann finalement en âge, mais qui est pas mal différent en termes de personnalité. Un flic en retraite, qui n'est plus donc qui a subi un drame dans sa vie. Son fils s'est tué en voiture quelques années plus tôt. Il a quitté la police à la suite de ça. Sa femme est décédée aussi, donc ce gars-là est complètement seul. Il vit dans un coin complètement paumé en Provence. Et à l'occasion d'un dîner à Toulon, un de ses amis l'invite en fait sur un prétexte plus ou moins foireux pour rencontrer des hommes d'affaires du Sud, parce qu'il y a des soucis dans le coin. Ils ont envie d'avoir l'avis d'un policier, même s'il est en retraite. Et en fait, il y a un de ces gars-là qui a perdu son fils, lui, dans un accident d'hélicoptère à La Réunion, et qui profite, qui sait en fait que Paul Kessler a perdu son gamin, puisque leur hôte commun leur a donné un peu l'info, et il profite de ça pour jouer sur l'empathie que peut ressentir ce flic, pour aller voir à La Réunion ce qui a pu arriver à son gamin, puisque ce fils pilotait très très bien, était un expert dans le pilotage de l'hélicoptère. Ce jour-là, il faisait très beau, il n'y a aucune raison pour qu'il se soit craché, inexplicable, et il n'est pas du tout d'accord avec la version officielle de l'accident, et donc il envoie Paul Kessler à La Réunion. Il lui propose en fait d'aller enquêter à sa place là-bas pour voir ce qui s'est passé. Et tous les lecteurs avec lui. Voilà, il emmène tous les lecteurs avec lui à La Réunion. Et donc, il arrive en tant qu'ex-flic, c'est-à-dire qu'il n'a aucun accès aux données policières, il n'a pas accès aux recherches ADN, il n'a pas accès aux données de l'enquête, il n'a accès à rien du tout, sauf à son flair, et puis au fait d'être sur place et d'habiter dans la maison même où était le gamin, où était la famille, qui restait vide depuis le décès du jeune. Il va se retrouver confronté à pas mal de choses. Donc on parlait tout à l'heure de chapitres courts. C'est un livre aussi assez dense, il est plus gros que le suivant. Il y a beaucoup de personnages, et du coup, pour passer des uns aux autres sans qu'on s'y perde, on est plus ou moins obligé quelque part de passer par les chapitres courts pour rythmer l'histoire. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très ancré dans mon écriture,
Et d'ailleurs, quand j'ai repris De Sinistre Mémoire récemment, je l'ai complètement rechapitré. Il faisait, je ne sais plus, 28 chapitres au début, il en fait une centaine maintenant aussi. Parce que c'est comme ça que je marche aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment mieux. Ça doit pas être simple de reprendre un ancien livre et de le retravailler. J'ai hâte que Non. tu viennes nous en parler de tout ça, parce que j'ai Oui, beaucoup oui, de questions là-dessus aussi. C'était pas simple, mais je pense que ça lui a vraiment mis un sacré coup de jeune. Et d'ailleurs, je suis en train de finir justement de reprendre le texte là, donc je pense que d'ici une dizaine de jours, ça sera fait. Et oui, je suis très très content de l'avoir repris. Si quelqu'un ne t'a encore jamais lu, tu conseilles quel roman pour faire connaissance? C'est difficile. Quand on me pose la question en salon, je ne sais jamais quoi répondre parce qu'il y a tellement Prenez-les tous. Voilà. de thèmes et puis de dureté différentes dans les livres. En fait, j'essaie de savoir ce que la personne aime lire en général. Il y en a qui sont plutôt thrillers, plutôt romans noirs, plutôt policiers. Voilà, quand les gens me répondent thriller, bah, j'ai tendance à partir soit sur le dernier, s'ils veulent un grand format, soit sur l'Aigle Noir, qui est le premier d'une série, soit sur 5 doigts sous la neige, Le Loupin, ou ce genre de livres, ou Ne prononcez jamais leur nom, par exemple, qui sont très thrillers. Roman noir, c'est plus Principe mortel, on va dire, ça c'est vraiment le type même du roman noir. Et puis policier, très policier, il y a Colère noire, 4 racines blanches, Ne prononcez jamais leur nom, Du poison dans la tête, ce genre de bouquins qui sont vraiment très polars. Il y a toujours beaucoup de monde chez toi dans les salons, parce que bah, t'as beaucoup de livres à présenter. Et puis Fanny nous dit à Templemar, on était rupture de stock, et ça arrive souvent, j'ai l'impression quand même. Ça fait quoi de rencontrer les gens en salon? Ce week-end, tu es à Mons, et puis t'as une fin d'année chargée ou ça va encore? J'ai Mons ce week-end, bah, j'ai la librairie, la rue Chaud-Livre à Wavrin demain soir. Et puis le salon de Mons le week-end qui vient. Et ensuite, j'ai des signatures, mais beaucoup plus proches de chez moi. Je fais 2 fois au CERF, la librairie Oblique, le 2 décembre. Cultura le 16. Donc j'ai donné la priorité à la librairie parce que bon, faut aider aussi nos libraires et pas passer chez Cultura avant. Et je finis avec un espace culturel Leclerc juste à côté de chez moi, mais c'est amis, c'est devenu des amis depuis très longtemps maintenant et ils me soutiennent depuis toujours, donc je les mets toujours dans ma wishlist de début d'année. Ensuite, je fais un salon en janvier, donc c'est Nemours, un en février, les Mines Noires, et puis un en mars, Lens. Et puis ensuite, les choses, ce sera un petit peu plus complet, on va dire, avril, mai, juin. C'est important pour toi, les rencontres comme ça? Parce que je dis, il y a du Oui, monde devant toi. Ça n'arrête jamais. C'est primordial depuis longtemps déjà parce que quand on n'est pas connu, bah, c'est ce qui nous permet d'accéder à un certain nombre de lecteurs qu'on ne trouverait pas autrement en librairie. Nos livres, ils sont comme tous les autres, sinon sur les rayons, et puis personne ne les voit. Donc, on est bien obligé d'aller rencontrer des gens au début. Et puis finalement, moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec 16 bouquins, il y a des tas de retours de lecteurs à chaque fois. Les gens viennent chercher de nouveau ou viennent en chercher d'autres des poches parce qu'ils ont bien aimé, ils ont découvert l'année précédente et ça leur a plu. Et donc, ces rencontres, c'est toujours très enrichissant, quoi. Et ça fait beaucoup de bien. Le temps des rencontres en librairie, en médiathèque, c'est pareil. Et donc, on peut voir tout ça sur ton site, sur les réseaux sociaux. Bah, suivez un petit peu. Jacques, il vous dit partout, on peut le retrouver. C'est comme ça, c'est comme le FBI en fait. On peut le retrouver partout. Le temps file. Pas le jour du tout. Il va l'être. J'ai confiance en toi. Mais ça, c'est de l'auto-persuasion. Je me dis la même chose tous les jours. Hein, Kiko? Je peux absolument le faire. On va faire ça, tiens, pour terminer en beauté. C'est la petite séquence du livre en lumière, parce que tu écris, mais tu lis aussi régulièrement sur tes réseaux, tu mets en avant tes coups de cœur. Et donc ma question... Bah oui, et donc, ma question, quel a été ton coup de cœur de cette année 2023, même si elle n'est pas encore finie? Est-ce que tu as déjà quelque chose pour nous? Ouais, mon gros coup de cœur de l'année, alors là, coup de cœur absolu, un roman extraordinaire, une autrice extraordinaire. C'est pas le seul qu'elle a écrit, mais alors celui-là, je suis vraiment tombé dessus. Ça a été une révélation totale. Je vais vous faire le Gérard Collard. C'est une pure merveille. C'est un bouquin qui m'a retourné complètement, avec un thème classique. Elle vous fait une histoire démentielle. Ah, c'est à l'envers. Bon. T'inquiète pas, je l'ai mise. Je suis comme ça. Tu l'as mise? Bon, ok. Oui. Donc Max Monod, Sombre, bouquin fabuleux, qui a gagné le prix d'ailleurs en l'occurrence. Elle a été sélectionnée quand j'ai acheté le livre, mais elle a gagné le prix du meilleur polar, point. Voilà. Donc
Je le conseille absolument sur tous les salons, j'en parle dans toutes les tables rondes. C'est une autrice qui mérite vraiment d'être connue. Elle est extra, extra, extra. Franchement, jetez-vous sur ses bouquins quand vous la verrez. Et, ça parle de quoi en quelques mots si tu devais pitcher, parce que apparemment t'es chaud sur les pitchs ce soir. Donc. Ouais, non, je préfère vous laisser découvrir. D'accord, ça marche. À la limite, invitez-la. Invitez-la dans la boîte. Elle vous en parlera elle-même. Et de source sûre, je sais qu'il y en a un autre qui se prépare pendant pas très très longtemps, donc ça sera l'occasion. Elle vous en parlera elle-même, mais franchement, gros coup de cœur de lecteur, ça c'est absolu. Voilà, donc Max, si tu nous entends, réponds à mon message. Parce que apparemment tu es très 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 attendu ici, on serait ravis de t'accueillir. Merci beaucoup Jacques pour tout ça. Je remets, pour te dire au revoir, cette couverture, ce qu'il faut de haine. Ben, ça aussi, il faut se jeter dessus pour découvrir ce livre de l'incontournable du polar français, s'il vous plaît. Je suis assez d'accord. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de ta boîte. Que souhaites-tu nous dire avant de faire place à Jody, les livres de Crypte? Comme je t'ai dit à Templemar, je souhaite meilleur avenir à la boîte. Je trouve que c'est un endroit très chaleureux. Tu fais très très bien ton boulot. Les questions sont pas les mêmes que ce qu'on entend souvent sur les tables rondes, donc c'est toujours agréable. Comme Aurélie aussi, des livres à moi, là, qui a toujours des questions qui sortent de l'ordinaire et ça fait vraiment plaisir. Donc je souhaite vraiment à la boîte le meilleur avenir et j'espère que vous aurez Max Monnoë l'année prochaine. J'espère aussi. Max, on s'écrit, n'oublie pas. Là, il y a des bonnes nouvelles. Salut Jacques, très très bonne soirée à toi. Bonne écriture demain matin, je vais faire comme toi, je vais me lever hyper tôt. Demain, je prends le train, je vais en Belgique. Donc, on se voit dimanche à Mons, et donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de Jacques, parler de ses 17 livres. Il y a du temps, mais vous aurez de très très bons livres chez vous après. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très très vite avec tous tes projets. On se revoit bientôt. Bye bye.